Bonjour à tous et bienvenue dans mon analyse de l'épisode 9 de House of the Dragon. Une analyse qui vient un petit peu plus tard que d'habitude à cause du rythme effréné des championnats du monde et du cast qui va avec. J'espère que l'attente vaudra le coup. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode qui m'a plu, mais il y a aussi pas mal d'incohérences à mon sens et de choix un peu discutables. Alors on va commencer par la première scène où on voit un enfant non royal se balader dans le château totalement librement. Alors je veux bien que les gardes royaux et la sécurité de manière générale soient complètement AFK depuis le début de la série, mais là ça en vient un point un peu ridicule où cet enfant a non seulement l'information le premier sur la mort de Viserys, on sait pas trop comment, mais du coup peut se balader librement derrière, et toujours est-il qu'il va informer Talia et donc Mysaria de la mort du roi. Et derrière, eh bien, c'est ce qui va provoquer l'enlèvement d'Aegon, ce qui suggère aussi que tout le complot de Otto dont on parlera par la suite, eh bien, était parfaitement connu de la part de Mysaria puisqu'elle a réagi instantanément. Alicent partage ensuite à Otto les dernières demandes, les dernières volontés du roi Viserys sur son lit de mort, qui voulait voir Aegon sur le trône, ce qui bien sûr semble absurde pour tout le monde, d'autant plus qu'Alicent était déjà au courant de la prophétie dont il lui a parlé dans les épisodes précédents. Toujours est-il qu'Alicent cherche potentiellement une sorte de validation. J'ai du mal à croire qu'elle y croit réellement elle-même. En tout cas, peut-être est-ce une expression de la dissonance cognitive d'Alicent qui est partagée entre d'un côté sa haine, en tout cas son ressentiment qu'elle a construit tout au long de sa vie pour Rhaenyra, le fait qu'elle pense que sa famille feront de bien meilleurs rois et reines et seront mieux guidés le royaume, et de l'autre côté sa réconciliation la veille avec la famille de Rhaenyra, les Noirs, et la réassertion de Viserys au sujet du successeur d'un côté de Corlys mais aussi de la couronne. Et du coup peut-être que sa dissonance cognitive la pousse à se chercher un petit peu inconsciemment un prétexte, un alibi pour retourner à son instinct primaire, à sa volonté initiale de reprendre la couronne. De l'autre côté, on voit que Otto, qui, on le dit depuis tout le début de ses analyses, est derrière tous les complots et tout en fait le conflit qu'il y a dans cette série, parce que sans Otto, il n'y aurait pas de volonté d'usurpation et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Et bien Otto a de toute façon fomenté un complot avec les autres nobles, en tout cas le reste du conseil, à part Lord Bisbury qui connaîtra une fin tragique juste après, pour reprendre le pouvoir. Et je pense que manifestement, quelles que soient les dernières volontés de Viserys et la déclaration d'Alicent, eh bien il aurait mené à bien ce complot à la mort de Viserys. Et du coup, eh bien, ce que nous raconte Alicent est simplement un nouveau prétexte, quelque chose un petit peu à rajouter là-dedans, mais de toute façon la volonté d'Otto et du reste du conseil était déjà claire, et Alicent d'ailleurs s'en étonne un petit peu parce qu'elle n'était pas au courant de ça. D'ailleurs à ce sujet, si les péripéties de la veille, que ce soit le jugement de Viserys ou le dîner, avaient certainement porté un coup à sa prise de pouvoir douce, eh bien on voit qu'il n'était pas réellement touché par ça. D'ailleurs en témoignaient les rires que j'avais relevés pendant le dîner d'Otto, qui de toute façon en fait savait son complot déjà bien en marche. On peut se demander d'ailleurs si l'évolution de la santé de Viserys n'était pas du coup accélérée par Otto qui avait pris sa décision, parce que on imagine que de toute façon si il n'y avait pas reconfirmation de Rhaenyra sur le trône, il n'était a priori pas prévu non plus que Viserys fasse une sortie pour confirmer Aegon sur le trône, donc de toute façon il aurait fallu usurper le pouvoir quoi qu'il arrive. Lors de la scène du conseil, on voit Tywin Lannister qui a un peu évolué, qui est un peu devenu comme son frère. Au début il avait l'air beaucoup plus sympa, maintenant il a un peu l'air d'un connard comme son frère, et on le voit, il commence à évoquer le complot de manière naturelle alors qu'il sait qu'Alicent n'est pas au courant. Et alors soit c'est juste absurde, soit aussi on peut se demander si Otto comme Tywin ne juge pas Alicent comme maintenant obsolète, c'est un pion entre leurs mains qui a fait son travail, qui a produit des héritiers, et maintenant elle ne va plus vraiment être reine. L'objectif du coup des complotistes est donc de mettre Alicent sur le côté, en témoigne d'ailleurs peut-être, c'est peut-être une explication à ça, on va en parler après, la volonté d'Otto de mettre la main sur Aegon pour commencer à mettre son emprise sur lui et mettre Alicent de côté. On apprend au passage que les Tyrell et les Tully sont du côté des Hightower, et donc comme on le disait lors de l'analyse de l'épisode sur la chasse, eh bien c'est un complot qui est à l'échelle du royaume, qui rassemble pas mal de familles nobles dans le complot, les familles les plus puissantes qui veulent prendre le pouvoir aux Targaryens, qui sont quand même au départ des envahisseurs et qui
qui ont un peu cet ascendant, cette démarcation avec les dragons qui fait que je pense que les nobles à la fois ont toujours peur d'eux et ne leur font pas réellement confiance. Donc on voit vraiment, il y a une prise de pouvoir des nobles qui est un peu une caste à part qui tente du coup une réelle révolution. Je pense qu'on peut parler de révolution dans ce cas-là. Alors Lord Beesbury semble être le seul fidèle à Rhaenyra et est choqué de cette usurpation, mais Sir Criston Cole, agent 007, le rappelle à Lord et lui fracasse le crâne contre sa boule de pouvoir, en tout cas ce qui symbolise sa position au conseil. On peut se demander d'ailleurs si la cape blanche de Sir Criston n'est pas simplement un permis de tuer absolu dans le donjon rouge. En tout cas, il prend quelques libertés avec son rôle de garde royal. Au passage, j'ai l'impression que Sir Criston ne voulait pas réellement tuer Lord Beesbury, il a simplement utilisé trop de force avec un vieillard de 76 ans. Et du coup, eh bien, il lui a fracassé le crâne. D'ailleurs, en témoigne un peu son attitude consternée juste après le meurtre. Je suis pas sûr qu'il réalise ce qu'il vient de faire. Et ça montre aussi la personnalité de Sir Criston, qui est extrêmement impulsif, qui est sujet à des pulsions violentes qu'il n'arrive pas réellement à contrôler et qui amène souvent à des meurtres. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc voilà, Sir Criston qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement impulsif et très dangereux parce qu'il est prêt, même parfois contre son gré, à tuer à peu près n'importe qui. D'ailleurs, lorsqu'Harold Westerling s'oppose à lui, Sir Criston utilise l'alibi d'une éventuelle insulte faite à la reine, et la reine dément instantanément. Et on peut faire un petit parallèle d'ailleurs entre eh bien, tous les hommes qui ont du pouvoir dans ce conseil. On peut penser du coup au pouvoir politique qui est symbolisé par Otto, et même pouvoir familial, et de l'autre côté le pouvoir physique qui est symbolisé par Criston. Et bien ces hommes qui ont du pouvoir utilisent les états d'âme de la reine ou même ce qu'elle imagine avoir entendu de Viserys comme des prétextes pour justifier leurs propres actions, soit cruelles, soit violentes, soit pour assouvir leur ambition de manière générale. Et on voit bien qu'Alicent du coup n'est qu'un engrenage dans ses rouages et que les hommes n'hésitent pas à l'utiliser. Ça fait écho un petit peu à la discussion avec Rhaenys plus tard dans l'épisode. On peut penser aussi à Larry Strong qui avait un petit peu piégé Alicent lorsqu'elle avait parlé potentiellement du risque que présentait la main du roi. Et bien ça avait justifié derrière apparemment le meurtre de Larry Strong. Il avait tué aussi bien son frère que son père, ce qui lui avait permis d'être lord, et ensuite certes il avait fait un peu place nette, mais Alicent était ensuite horrifiée par son action, et on voit bien qu'elle n'avait pas réellement décidé de la mort de ces hommes. Elle se retrouve du coup encore une fois piégée dans l'engrenage de l'ambition et de la folie des hommes qui l'entourent, et tous les hommes autour d'elle se servent d'elle comme un pion dans un échiquier. On voit ensuite l'opposition qui va être le fil rouge de cet épisode. D'un côté on a Otto qui veut faire un coup d'état brutal dans le sang, il veut a priori, il le dit pas clairement, mais massacrer tous les opposants politiques, et de l'autre côté on a Alicent qui veut une prise de pouvoir plus douce, qui épargnera notamment Rhaenyra et sa famille, même si ça restera une usurpation du pouvoir. Alors on voit une certaine hypocrisie du côté d'Alicent, avec sa volonté de vouloir faire une révolution douce et dans la paix et l'amour, en respectant les ambitions de chacun, alors qu'elle est quand même en train d'usurper le trône, de bafouer les règles du royaume et de voler ce qui revient a priori à Rhaenyra et à la famille royale, même si elle s'estime dans son bon droit, notamment grâce à l'alibi que son esprit lui a un petit peu inventé sur le lit de mort de Viserys. Au-delà du coup de cette hypocrisie initiale avec Viserys, on peut aussi se dire que le choix d'Alicent d'épargner Rhaenyra, d'ailleurs c'est ce que lui suggère Otto, devrait conduire inévitablement à la guerre, à une guerre qui sera extrêmement violente, car ce sera une guerre entre dragons, donc c'est comme si c'était une guerre atomique à l'échelle moyenâgeuse, et c'est une guerre dont le prix sera certainement payé par le peuple, par d'abord des milliers, des dizaines de milliers de soldats qui mourront dans la guerre, mais aussi potentiellement des civils. Donc voilà, cette volonté de faire une prise de pouvoir douce pour épargner ses amis, eh bien le prix sera payé par d'autres gens à une échelle bien supérieure. Donc finalement est-elle si douce que ça? Je pense que c'est surtout qu'elle ne réalise pas les conséquences politiques de ses actes qui seront payés par d'autres gens finalement qu'elle ne considère pas. En tout cas, cette opposition entre Otto et Alicent permet de placer Alicent comme une alternative raisonnable au choix d'Otto, quelque chose qui est finalement acceptable. Comme en politique, l'existence d'un extrême permet de rendre acceptable ce qui vient juste avant sur le spectre politique. Et comme en politique, une politique de conciliation amène parfois à des résultats bien pires qu'un choix tranché, parfois brutal, face à une situation qui va a priori dégénérer en un conflit inévitable. À ce titre, pour revenir à des parallèles historiques chers à cette série d'analyses,
Elle me fait penser un petit peu à Catherine de Médicis, mère régente de François II, qui s'est alliée avec d'abord la famille de Guise, représentant des catholiques, mais tout en voulant mener une politique de conciliation avec les protestants pour essayer de créer un climat de paix entre les deux branches religieuses. Mais malheureusement, ça n'a fait que bouillir un conflit qui était déjà inévitable à l'époque entre les protestants et les catholiques, qui va dégénérer dans notamment le massacre de la Saint-Barthélemy, qui était vraiment terrible. Toujours est-il qu'Otto demande à Harold Westerling d'aller chercher Rhaenyra et d'arrêter la famille de Rhaenyra à Père-Dragon. Alors on peut se demander si Otto a réellement retenu la leçon de son premier voyage à Père-Dragon, parce que je trouvais ça déjà absurde qu'il tente d'aller chercher Daemon au début de la série sur Père-Dragon, alors que Daemon a un dragon, avec simplement une dizaine d'hommes, et là il demande la même chose, d'aller arrêter toute la famille de Rhaenyra, qui ont tous des dragons, à Harold Westerling, qui n'en a pas a priori, et du coup on peut se demander si Otto comprend de ses erreurs, parce que Rhaenyra et Daemon lui avaient bien fait comprendre comment ça se passait à Westeros, globalement, quand ceux qui ont des dragons parlent, ceux qui n'en ont pas écoutent. Accessoirement, on est en droit de se poser aussi la question, qu'est-ce que fait Rhaenyra? Parce qu'on est le lendemain de la scène du jugement, de la scène du dîner notamment, et Rhaenyra et toute sa famille étaient présents au château la veille, jusque tard dans la nuit. On peut peut-être imaginer qu'ils sont partis au petit matin, même si ça semble un peu absurde, c'est-à-dire que la veille c'était la réconciliation totale, Rhaenyra qui est légitimée dans son pouvoir, elle n'a pas réellement de raison de quitter le Donjon Rouge au plus vite, même si elle avait dit à Alicent qu'elle reviendrait et qu'elle devait partir, mais elle devait partir potentiellement le lendemain, partir sans dire au revoir à son père, roi, qui est mourant, on le voit, qui est quasiment déjà mort à vrai dire, c'est un zombie, qu'elle voit une fois tous les 10 ans, elle ne lui dit même pas au revoir, elle part avec toute sa famille, sans un bruit, sans un mot, voilà, c'est un petit peu étonnant de les voir disparaître. Alors ça tombe bien, c'est au moment du coup d'état, du coup l'histoire continue, ils ne peuvent pas se faire arrêter directement, mais on peut un peu se poser la question s'il n'y a pas eu une facilité scénaristique là-dedans avec la disparition soudaine de tout le camp des Noirs. Au passage, ils sont venus en bateau, et donc ils sont a priori partis aussi en bateau, parce qu'ils n'ont pas amené leur dragon. S'ils sont partis au petit matin, on peut se demander aussi si Otto ne peut pas simplement envoyer Aemon brûler le bateau avec son dragon, et comme ça l'histoire est réglée et pas besoin d'aller attaquer Père-Dragon et de faire face à tous les dragons de la famille de Rhaenyra. Quoi qu'il en soit, Harold n'est absolument pas d'accord avec cette idée et veut rester loyal à Rhaenyra, et du coup il fait une Barristan Selmy, il décide de quitter la garde royale et rend son manteau blanc. Ça fait vraiment penser en plus à la situation de Barristan Selmy, parce que c'est au moment où on change de pouvoir, où la reine régente Alicent, qui est bien sûr remplacée par Cersei dans la série originale, cherche à mettre comme chef de la garde royale son amant, Jaime. Criston prend un peu cette place aussi du côté de Alicent, et avec un nouveau roi qui est un fils un peu fou, et en tout cas cruel, de la reine régente. Donc d'un côté on a Aegon, mais de l'autre côté on avait bien sûr Geoffrey, donc voilà, c'est une situation extrêmement similaire, et de la même manière au passage on a Harold qui n'est absolument pas dérangé lorsqu'il décide de quitter la garde royale alors que tout le monde est en train de se faire exécuter de droite et de gauche. Barristan Selmy avait eu cette phrase un petit peu stylée lorsqu'il était parti, c'est qu'il pourrait lui-même tuer n'importe qui se mettrait au travers de son chemin, notamment tous les gardes royaux à lui tout seul. Harold lui quitte juste la salle peinard. En tout cas après son départ, l'ordre d'Otto d'aller arrêter Rhaenyra disparaît complètement, c'est-à-dire qu'il avait la volonté il y a quelques secondes de vouloir arrêter tout le monde, ce qui est effectivement assez important vu que ce sont ses opposants politiques principaux, dans la mesure où il est en train de faire un coup d'état brutal, et à partir du moment où Harold Westerling refuse, il n'y a manifestement plus personne pour prendre sa place, que ce soit Criston ou qui que ce soit d'autre, ou même lui-même d'ailleurs, pour aller s'occuper a priori de la menace principale à son coup d'état. On passe ensuite avec une nouvelle scène avec Helaena qui parle de la convoitise des hommes qui convoitent toujours ce que les autres hommes ont, ce que ceux qui possèdent ont. Ça fait bien sûr penser à la situation actuelle avec les Verts qui sont en train d'usurper le pouvoir des Noirs, mais ça fait aussi penser dans cet épisode notamment à Aemond qui convoite le trône, qui juge qu'il est bien plus valable pour prendre le pouvoir que son frère Aegon, qui est un parvenu et un débauché total, et du coup on voit un petit peu la menace d'Aemond. D'ailleurs à propos d'Aemond, elle parle aussi de cette fameuse prophétie de la bête sous le plancher. On peut imaginer bien sûr que c'est Rhaenys, parce que la bête sous le plancher ça fait penser au dragon qui émerge du sol à la fin de l'épisode.
Mais j'ai quelques doutes à ce sujet, je pense que c'est peut-être plus subtil que ça. À chaque fois qu'elle parle de la bête sous le plancher, eh bien le plan suivant montre Aemond comme dans l'épisode précédent, ou il y a 2 épisodes, je me souviens plus. On peut penser aussi potentiellement à tous les espions qui traînent dans le château, que ce soit Mysaria ou aussi Larry Strong. Et moi je pense qu'il y a toujours quelque chose comme ça, notamment parce qu'on va voir après que le symbole de Mysaria est une araignée, et Elena écrasait une araignée lorsqu'elle était à l'enterrement de Lena. Donc voilà, je pense qu'il y a potentiellement d'autres pistes à ce sujet. Otto envoie ensuite Ser Eric ou Arik, je suis pas sûr de savoir lequel est lequel, attraper Aegon, et il lui précise d'ailleurs de n'en parler qu'à lui, de ne pas en parler à la reine, de ne ramener Aegon qu'à lui, et je suis pas très bien sûr de pourquoi est-ce que c'est si important que ça dans l'épisode. Alors on imagine que Otto, qui cherche maintenant à mettre Alicent de côté, d'autant plus que Alicent a des états d'âme, alors que Otto n'en a pas, eh bien il va vouloir asseoir son emprise sur le futur roi comme il l'a fait sur Alicent. Cependant c'est pas forcément instantanément que ça va se faire, c'est pas le premier qui va toucher Aegon, qui va avoir emprise totale sur lui pour les 10 prochaines années. Donc voilà, je trouve un petit peu absurde cette mise en scène dans l'épisode, et j'ai l'impression que c'est plus un prétexte qu'autre chose. De la même manière, Alicent apprend immédiatement ce qu'est en train de faire son père, et du coup, eh bien, elle envoie de son côté Criston et Aemond pour aller rechercher Aegon, le futur roi. Elle aussi dit que eh bien, le destin du royaume en dépend, on ne sait pas exactement comment, vu que le seul sujet de discussion est le sauvetage de la vie de Rhaenyra et de sa famille, mais ça ne se décidera pas nécessairement à ce moment-là, au moment où ils vont attraper Aegon. Bref, encore une fois, je ne comprends pas réellement l'opposition. Je pense que c'est surtout pour matérialiser une opposition future entre Otto et Alicent dans les épisodes suivants, dans la saison suivante, vu qu'on approche de la fin, et du coup il voulait donner un petit peu d'enjeu dans cet épisode qui, je pense, n'a pas vraiment lieu d'être. Aemond se dirige ensuite vers l'ancien bordel dans lequel Aegon l'avait emmené pour se faire dépuceler quand il avait 13 ans, et d'ailleurs il va croiser manifestement son ancienne partenaire d'une soirée, qui leur apprend que Aegon a des appétits bien différents maintenant, et qu'il a un petit peu évolué en termes de goût un petit peu sordide, et du coup on se demande un petit peu quelle est la valeur d'Aemond, parce qu'en fait il a juste dit il est dans un bordel, ce que a priori tout le monde est au courant, d'ailleurs en témoigne son propre garde, et Aemond qui se surestime peut-être un petit peu sur sa connaissance, et peut-être que lui-même de manière générale c'est quelqu'un qui se surestime beaucoup, qui surestime sa valeur, parce que là dans cette track il n'aura pas apporté grand chose, de la même manière que sa discrétion est assez vite révélée, parce que un Targaryen aux cheveux blonds et borgne, je pense que ça se repère assez facilement à Culpucier. C'est à peu près comme si on avait envoyé Jean-Marie Le Pen à Aubervilliers. Je pense qu'il passerait assez peu inaperçu. Les frères Arik et Eric, eux, se dirigent directement vers des bordels bien plus louches, notamment un endroit où il y a une arène avec des enfants qui ont les ongles et les dents taillées pour s'étriper les uns les autres, donc c'est un endroit assez horrible. On y voit d'ailleurs un bâtard d'Aegon, ce qui fait écho à la scène où il avait violé une servante qui derrière s'était fait servir du lait de lune préparé par Talia. Et comme on sait que Talia bosse avec Mysaria, qui est au courant de toutes ces histoires d'enfants et de bâtards potentiellement, on peut se demander si Talia n'a pas volontairement mal préparé le lait de lune pour qu'il ne fonctionne pas, ce qui aurait potentiellement produit un bâtard en douce que Mysaria pourra utiliser ensuite comme levier, un nouveau levier si elle a plein de bâtards sous la main. Sur le roi, on avait vu à l'époque les bâtards de Robert qui avaient été tous tués sauf Gendry dans la série principale. Donc voilà, les bâtards ça peut vraiment être aussi un atout politique. Il y a une discussion intéressante ensuite entre Criston et Aemond, où on voit ce que je disais tout à l'heure, que Aemond s'estime floué, qu'il est frustré de sa situation, il estime qu'il mérite beaucoup plus le pouvoir qu'Aegon, lui qui s'est entraîné toute sa vie aussi bien intellectuellement que physiquement, et ça fait écho un petit peu à l'opposition entre Alicent et Rhaenyra, où eh bien, la personne qui a priori la plus apte à exercer le pouvoir eh bien, en est écartée pour des raisons simplement de lignée, d'héritage, ce qui est extrêmement frustrant, et d'ailleurs ça fait écho à plein de situations à l'heure actuelle, même dans le monde moderne sur l'héritage, mais de manière générale en fait toutes ces sensations de frustration de gens qui ont potentiellement
qui sont potentiellement plus aptes à avoir des responsabilités, à avoir le pouvoir, c'est tout simplement le moteur de manière générale des révolutions. Il y a des révolutions simplement quand une partie du peuple s'estime flouée et n'estime pas avoir le pouvoir qui leur reviendrait normalement de droit au vu de leur importance. Poursuivant son coup d'état, et d'ailleurs la scène est assez évocatrice parce qu'on voit Otto qui est dans la grande salle du trône de fer et vraiment on le voit être assez menaçant, il n'y a vraiment aucun doute sur sa volonté de prendre le pouvoir de manière brutale. Et bien Otto du coup essaie de faire plier les nobles et on rappelle que la dernière fois que les nobles ont prêté allégeance à la future reine Rhaenyra, c'était il y a quasiment une trentaine d'années, donc maintenant ils sont assez vieux ceux qui ont signé ça, les plus jeunes et bien acceptent de ployer le genou, ce qui n'est pas le cas de quelques seigneurs plus vieux qui sont emmenés discrètement. Ça me fait penser je crois à une scène, il me semblait que c'était une scène avec Saddam Hussein qui faisait exécuter ses opposants politiques dans une salle un petit peu comme ça. Voilà, c'est vraiment une technique de dictateur en puissance et d'ailleurs on voit Lord Caswell qui finit par ployer le genou lui aussi avec notamment Larys en fond. On sait que Larys est un maître tortureur, donc c'est vraiment la menace de la violence qui plane en fond dans tout ça. Et au bout du compte, eh bien, c'est un petit peu l'histoire de la politique, c'est que dans les moments cruciaux de l'histoire, c'est souvent malheureusement la violence et son usage, en tout cas sa menace, qui fait la différence. Lord Caswell est d'ailleurs directement intercepté alors qu'il essaie de prendre la fuite. Il est intercepté par Larys et d'ailleurs c'est surtout l'occasion de voir la première réelle rencontre entre Larys et Otto. Et Otto souligne un petit peu que Larys passe beaucoup de temps à Alicent, donc maintenant qu'il s'oppose un petit peu à Alicent, il commence à voir une menace planer de la part de Larys, mais Larys eh bien, le rassure tout de suite, lui dit que son travail avec Alicent pourrait très bien lui profiter. Larys, qui est un politicien intelligent, sait très bien que Otto tire les ficelles de l'autre côté, et de la même manière que Otto utilise Alicent, lui aussi utilise Alicent, et je pense qu'il serait tout à fait prêt à changer de bord si jamais le vent venait à tourner, et l'important lui c'est simplement d'accéder au pouvoir, donc il va a priori très bien s'entendre avec Otto juste après. Alicent tente ensuite d'attirer Rhaenys dans son camp en faisant valoir que le camp de Rhaenyra l'a toujours très maltraité, ce qui est tout à fait vrai, hein. Rhaenyra a techniquement tué son fils et sa fille est morte avec Daemon, et puis il y a toujours eu une opposition entre les deux. Toujours est-il qu'ensuite Alicent tente ensuite de faire valoir que Rhaenys aurait dû être reine, ce qui est vrai je pense hein, d'un point de vue purement personnalité. Moi j'aime beaucoup le personnage de Rhaenys, cependant c'est pas très logique de la part d'Alicent parce que la succession par une femme, c'est-à-dire un peu ce qui est arrivé à Rhaenyra, eh bien ça va vraiment à l'encontre de la légitimité de la succession d'Aegon et tout ce qu'Alicent est en train d'essayer de faire. Donc voilà, en essayant de dire Rhaenys aurait dû être reine, on a envie de dire du coup Rhaenyra a d'autant plus sa place en tant que reine. Elle tente ensuite de se placer, comme on le disait au début de l'épisode, comme la meilleure alternative à ce coup d'état qui est a priori brutal de la part d'Otto. Alors c'est très hypocrite hein, comme on le disait parce que son alternative conduira inévitablement à un bain de sang après que l'autre camp ait appris qu'ils se sont fait poignarder dans le dos par Alicent, et puis en plus c'est quand même Alicent, même si elle se fait manipuler par Otto, c'est de sa volonté tout ce qui se passe, elle a conduit à cette situation, à cette usurpation du pouvoir, donc elle est bien coupable et potentiellement encore plus dangereuse qu'Otto, en tout cas pour le reste de la population. Mais elle se présente comme celle qui pourrait guider le peuple, qui serait la meilleure pour le royaume, donc comme souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions, et c'est parfois ceux qui prétendent défendre le mieux le peuple qui sont aussi les plus prompts à l'envoyer se faire sacrifier pour la bonne cause. Alors il est vrai que techniquement à partir du moment où on part du principe que l'usurpation est actée, et que de toute façon eh bien, il n'y aura pas d'autre alternative à l'arrivée d'Aegon sur le trône, eh bien, le changement de camp de Rhaenys pourrait empêcher la guerre, dans le sens où eh bien, le camp des Noirs ne serait tout simplement pas suffisamment puissant pour s'opposer au camp des Verts, qui aurait simplement trop de dragons, et notamment de gros dragons, avec le dragon de Rhaenys et le dragon d'Aemond. Mais ce que Alicent ne comprend pas, c'est que Rhaenys, même si elle comprend très bien le jeu des trônes, qu'elle est
très intelligente et qu'elle sait lire un peu entre les lignes, et bien aussi elle a des sortes de principes, ce qui manque à pas mal de gens autour d'Alicent, et qu'elle ne fait pas vraiment ça par calcul politique, mais simplement parce qu'elle estime qu'Alicent et le camp des Verts sont allés trop loin. Et en plus on a vu que Rhaenys avait quand même beaucoup de respect pour Viserys, même s'il a pu avoir une opposition 40 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, et bien elle avait beaucoup de respect, même de pitié pour Viserys, qu'elle a vu marcher péniblement jusqu'à son trône avant de mourir, et qu'elle veut certainement respecter ses dernières volontés. Elle ne croit pas une seule seconde à l'alibi d'Alicent. Bref, voilà, Rhaenys maintient sa position et refuse de tomber dans le piège d'Alicent. Mais Rhaenys, qui est assez intelligente, et essaie aussi de jouer une petite carte contre Alicent en lui disant la vérité, c'est-à-dire que Alicent est totalement manipulée par les hommes autour d'elle, et est-ce qu'elle finalement elle ne voudrait pas être reine elle-même? Alors même si elle a déjà techniquement été reine, ce serait prendre le pouvoir pour de bon, un peu comme Cersei à l'époque, et du coup, eh bien, elle commence à mettre une petite graine de discorde dans la tête d'Alicent, ce qui, on le rappelle, avec ce début de conflit entre Otto et Alicent, pourrait germer en une vraie opposition ouverte dans la famille, dans le camp des Verts. On retrouve Mysaria qui monnaie le retour d'Aegon en échange de la fermeture des établissements où il y a des combats d'enfants illégaux, on l'a vu tout juste avant. Alors, encore quelqu'un qui se prétend comme une défenseur du peuple, et à juste titre en termes d'intention, mais on peut se demander quand même si les moyens sont les bons, c'est-à-dire que est-ce que réellement fermer ces établissements serait si positif que ça comparé à l'idée de mettre un roi qui a priori est complètement dément sur le trône, qui justement est connu comme appréciant ce type de combat, qui est connu pour toutes ces atrocités jusqu'à présent, et donc elle est prête à le mettre sur le trône juste pour la fermeture de ces bordels. Accessoirement, elle prend beaucoup de risques, je trouve, d'enlever le futur roi, de s'opposer directement à la famille la plus puissante du royaume à l'heure actuelle, simplement pour fermer des bordels. Bref, je trouve ça un petit peu étonnant. Alors certainement elle va vouloir avoir un levier sur le pouvoir royal. On le voit qu'elle commence à parler, elle commence à dire à Otto, voilà, j'ai mis ce roi sur le trône et le peuple peut reprendre le pouvoir. Pour l'instant, elle va pas avoir tant de levier que ça, parce que Otto, il va rien lui devoir a priori, il s'en fout, même si on imagine qu'elle va tenter quelque chose via la manipulation des bâtards, si elle survit, bien sûr, on verra à la fin de l'épisode, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant de la part de Mysaria. Encore une fois, on est pour le peuple, on est dans le camp du bien, mais de l'autre côté, on est prêt à mettre sur le trône un espèce de psychopathe, donc un petit peu d'hypocrisie, en tout cas, ou d'incohérence, je trouve, de ce côté-là. Arik et Eric retrouvent donc le futur roi Aegon sous la table dans le septuaire et tombent sur Criston et Aemond en sortie, et qu'ils vont du coup directement tirer l'épée, et je comprends pas du coup cette opposition. Alors certes, leurs commanditaires ont dit ne ramener qu'à moi l'enfant, mais est-ce qu'ils ont dit du coup si vous voyez nos alliés directs, les gens avec qui vous travaillez tous les jours, n'hésitez pas à tirer l'épée et à vous battre à l'épée au milieu de la rue pour le roi. A priori en plus les deux parties, donc à la fois Arik et Eric et de l'autre côté Criston et Aemon, bah eux, ils pensent quand même avoir les mêmes intérêts que l'autre. Effectivement, c'est ramener Aegon, et ce sera potentiellement entre Alicent et Otto de se départager, mais ils ont vraiment les mêmes intérêts, ils ont les mêmes objectifs, et ils sont dans le même camp. Je trouve que cette poussée de violence instantanée m'étonne un petit peu, mais bon, on peut, encore une fois, je pense que vraiment, il y a un peu une construction d'un conflit factice dans cet épisode pour symboliser l'opposition, et puis aussi pour apporter justement de la violence à l'écran, qui met en valeur, qui souligne la violence sous-jacente à toute cette prise de pouvoir, cette révolution brutale qui devrait amener à la guerre. Bref, de retour, Otto fume un petit joint et tente de faire une leçon de réel politique à Alicent, mais qui lui impose eh bien, ses conditions, qui sont à peu près les mêmes que les siennes, sauf bien sûr le fait d'épargner Rhaenyra, et il a l'air d'accepter. Je pense qu'il reviendra là-dessus, mais notamment parce qu'il sait que ça va créer la guerre, et il pourra dire à Alicent, bah voilà, je te l'avais bien dit, parce que c'est inévitable, encore une fois. Alors, vient ensuite la scène la plus what the fuck de la série jusqu'à présent. Larys propose à Alicent d'aller tuer Mysaria. Il lui révèle qu'il y a des espions dans le château, qui sont en tout cas contre Alicent, notamment Talia, et il lui propose donc de tuer Mysaria en échange de pouvoir se branler en regardant ses pieds. Donc voilà, ils mettent vraiment
Larys dans la figure classique de l'incel, en fait dans la caricature de l'incel frustré et psychopathe. Là il met des maisons en flammes. On peut se dire, à mon avis, s'il était en 2022 et qu'il avait une AK-47, il aurait certainement fait un carton dans son lycée. C'est vraiment comme ça que le personnage de Larys est présenté. En tout cas on verra ensuite que la maison de Mysaria est a priori brûlée par un des hommes de main de Larys, même si j'ai quelques doutes sur le fait que Mysaria soit morte, qu'elle sera brûlée, et du coup ça fera une figure un petit peu terrifiante pour le reste de la série, qui me ferait penser un petit peu à Catelyn Stark dans les livres, un petit peu une figure de vengeance, mais je doute qu'elle soit brûlée parce que son intrigue commence tout juste, cette histoire de monnayer le retour d'Aegon pour la fermeture des bordels. Même les bordels viennent d'être présentés, enfin des bordels, des combats dans les arènes, bref. J'ai un petit peu des doutes que Mysaria soit mort, je pense qu'on va la revoir quoi qu'il arrive parce que c'est le début de son intrigue. Eric essaie ensuite d'escorter Rhaenys en dehors de la ville et se balade dans la ville mais se fait rabattre, ils se font rabattre d'ailleurs vers la fosse aux dragons par des hommes du guet. On peut quand même se demander comment est-ce qu'ils ne force pas le passage, dans le sens où les hommes du guet c'est des simples policiers. S'ils voient un des gardes royaux qui sont quand même une des grandes figures de pouvoir et connues de tous escorter quelqu'un et qui leur demande de passer, eh bien les policiers vont simplement s'écarter et le laisser passer. Je doute qu'ils aient reçu un WhatsApp d'Otto les avertissant de la disparition récente de Rhaenys, si même d'ailleurs elle est révélée, personne n'a l'air d'être inquiet au sujet de Rhaenys qui est a priori enfermée dans sa chambre. Bref, je pense qu'ils auraient simplement pu forcer le passage vers le port. Comme tout le monde, Aegon n'est pas dupe de la justification d'Alicent au sujet de Viserys, mais parle à quel point il manque d'affection. Voilà, c'est terrible, hein, ce pauvre prince qui manque d'affection de son père et de sa mère. Ça justifie complètement qu'il passe son temps libre à aller voir des enfants se battre à mort au milieu d'une fosse avec ses propres bâtards au milieu. Donc voilà, je suis pas sûr que ça réussisse à l'humaniser, mais on verra si Aegon réussira à convaincre, à gagner le cœur de certains fans malgré sa folie dans les épisodes et dans la saison suivante. Les Verts ont réuni toute la population de Port-Réal, a priori, enfin en tout cas une grande partie, dans la fosse aux dragons pour le couronnement d'Aegon. On utilise tous les symboles du pouvoir, aussi bien l'épée Blackfyre, la couronne, la dague, pour présenter au peuple cet usurpateur, et on utilise aussi le prétexte inventé par Alicent, même si on imagine qu'ils auraient pu en inventer un autre, ou d'ailleurs ils auraient inventé celui-là, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux comme prétexte, comme alibi injustifiable que de dire, voilà, le roi a dit à la reine sur son lit de mort que Aegon devait être le successeur. C'est littéralement le premier prétexte inventé qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui voudrait usurper le trône. Tous les symboles donc sont utilisés pour justifier de cette usurpation, et Aegon, qui ne veut absolument pas du pouvoir depuis le début de la série, et ben d'un coup se sent grisé par les acclamations du peuple, qui pour la première fois en fait on imagine qu'il reçoit une affection de quelqu'un de manière unilatérale, et peut-être qu'il se prête un petit peu au jeu. Ça va être intéressant quand même de suivre le personnage d'Aegon, qui est à la fois un peu un psychopathe à la Geoffrey, mais qui a quand même l'air plus raisonnable, enfin en tout cas plus rationnel que Geoffrey, et peut-être pas simplement cruel pour le plaisir d'être cruel. Donc je voudrais voir comment il va évoluer. Je suis très curieux de l'évolution de ce personnage qui s'est révélé un petit peu comme autre chose que simplement le connard de service dans cet épisode. Alors qu'Otto pensait enfin avoir gagné sa partie de Crusader King qu'il tryhard depuis des dizaines d'années, Rhaenys fait irruption dans la fosse aux dragons par le sol avec son dragon Meleys, et par là même devient la plus grande terroriste du royaume parce qu'elle massacre des dizaines, des centaines d'hommes et femmes, et potentiellement enfants d'ailleurs. En faisant ça, hein, c'est vraiment un attentat désastreux. C'est presque au niveau de ce qu'avait fait Cersei, on le rappelle, en faisant exploser le septuaire dans la série principale. Mais bon, encore une fois, Rhaenys est présentée comme étant dans le camp du bien, donc tout va bien. Je pense que le peuple aura peut-être du ressentiment envers Rhaenys et du coup envers la cause de Rhaenyra. Toujours est-il que Rhaenys épargne les Verts. Elle veut se montrer un petit peu au-dessus de tout ça, mais on voit un peu le caractère Targaryen. Alors je sais pas si c'est volontaire de la part des scénaristes, mais d'un côté elle épargne techniquement des membres de sa famille, elle épargne les nobles, mais elle ne fait aucun cas du peuple. Les nobles et d'abord les Targaryens sont vraiment une race au-dessus, une race supérieure du reste des hommes et des femmes de Westeros. Et Rhaenys, malgré ses apparences, est la première coupable de ce type de comportement. Bon, bien sûr on peut aussi se demander comment est-ce qu'elle a eu accès si facilement à son dragon, si les draconniers du coup l'ont laissé faire, s'installer à son dragon, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie par la porte classique
pour éviter de massacrer tout le monde. Donc voilà, peut-être qu'elle l'a vraiment fait exprès, auquel cas c'est une terroriste assez dangereuse, Rhaenys, au même titre d'ailleurs que tous les personnages de la série qui sont plus ou moins des psychopathes à divers degrés, en tout cas des meurtriers en puissance. Voilà, pour cette analyse de l'épisode, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'incohérence que d'habitude, mais ça restait un épisode que j'ai bien aimé. J'aime bien l'évolution, j'aime bien vraiment cette révolution, cette usurpation qui montre aussi la réalité de ce que c'est qu'une révolution, de ce que c'est que un changement de pouvoir, qu'il y a aussi des intérêts des deux côtés, il y a beaucoup de jalousie derrière, mais il y a beaucoup mais il y a beaucoup d'ambition derrière tout ça des deux côtés, et il y a souvent une nécessité de violence, une violence qui s'exprime de toutes les manières possibles. Donc voilà, je pense qu'ils ont assez bien rendu ce côté-là, même si je trouvais les enjeux de cet épisode pas toujours très légitimes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce dernier épisode va révéler. Moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui me disaient voilà, que j'étais de la team des verts dans House of the Dragon. Non, je suis simplement pas de la team des noirs. C'est-à-dire que je trouve que des deux côtés, il y a beaucoup de torts, et je trouve que dans les deux côtés, il y a des psychopathes. Éventuellement, j'aurais tendance à dire que Viserys était peut-être la seule bonne personne, et peut-être aussi Jace de la famille des Noirs sont les seules bonnes personnes qu'on a vues depuis le début de la série. Après, Viserys était aussi un roi incompétent. Donc voilà, en tant que bonne analyste YouTube, eh bien, je critique juste, et c'est la seule chose que je fais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour l'analyse du dernier épisode de House of the Dragon. Ciao.